Grand drapeau porté! Dépôt de gerbe, Alcam, Monsieur Robert Du, vice-président de l'ACTAN et fils de Pierre Dru et René Ferrier, témoin de l'atterrissage en 1943. Dépôt de gerbe de M. Navarro, Isaac de Rouen, accompagné du souvenir français Marie-Jo Auclair. Dépôt de gerbe, couronne britannique, Caroline Patton avec des enfants. Libération Nord. Marjana McKenzie, présidente de Libération Nord. Édith Guignot, députée du Charolais. Monsieur Trioulaire, sous-préfet de Charolles, accompagné de M. Jean-Paul Ducaire, maire de Melay et président de la Calme. Au mort! Port drapeau, posez. Bien, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous présenter les excuses de monsieur le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, qui devait être parmi nous
mais qui malheureusement a été retenu à la dernière minute. Je tiens à saluer plus particulièrement la famille de Jean Moulin, représentée par mademoiselle Suzanne Escoffier, sa cousine, et par monsieur et madame Cécile et Gilbert Benoît, ses petits cousins. Je tiens à remercier de leur présence monsieur François-René Cristiani, président du mémorial Jean Moulin de Salon de Provence. Je tiens à remercier madame Christine Lévis-Touzé, directrice du musée Jean Moulin de la ville de Paris. Je tiens à remercier également madame Marciana Marskikowski, présidente de Libération Nord, et son époux, le docteur Guillain, secrétaire du général de l'Estrin, madame Pio, fille de Jean Delaye, Marie Foucault, petite fille de Pierre Delaye et sa fille Sophie, René Ferrier, bien sûr, témoin de l'atterrissage, la famille de Pierre Dru, maire honoraire de Melay et président fondateur de la Calme. Je salue également M. Charolais, l'inspecteur de l'éducation nationale. Cette commémoration, nous l'avons voulu à la fois simple, sincère, vivante et tournée vers l'avenir. La sirène et ses amis veulent entendre la voix de Puce demain à 9 h. C'est sans doute par ce message de la BBC que Pierre Delaye, l'opérateur radio de la mission Sirène 2, a eu la confirmation de l'imminence de cette opération à Melay. Le 24 mars 1990, la stèle était inaugurée en présence de plusieurs milliers de personnes et surtout en présence de Christian Pinault et d'Henri Maurier. Pierre Dru aura été notre passeur de mémoire ici à Melay. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à sa famille. Nous avons souhaité semer quelques petits cailloux sur votre route. Quelques petits cailloux pour vous dire que le motif de la résistance, c'est l'indignation. L'indignation contre l'injustice, contre l'inacceptable. Henri Maurier disait ici même: à vous les enfants, nous léguons la lourde tâche de tenir bien haut le flambeau de la liberté. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner ce flambeau. Prenez ces petits cailloux pour les polir à votre tour au fond de votre poche. Je vous souhaite d'avoir le grand bonheur de les semer un jour sur le chemin d'autres enfants. Et souvenez-vous qu'ici, une nuit, un avion, un espoir. Maintenant, bien sûr, les enfants de l'école vont vous interpréter un chant. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Avec le tour du soleil, je vais donner la parole à Leslie Blanc pour évoquer la Royal Air Force et les opérations aériennes. Je voudrais en profiter pour souligner l'incroyable effort aérien britannique dans la bataille de France et plus particulièrement honorer la mémoire des pilotes anglais qui appartenaient à l'escadron 161 de la Royal Air Force, qui avait pour la mission l'acheminement des résistants, des matériels, des munitions, afin de soutenir la résistance française contre tout. Nous avions une montre, un badin, un boussole, une carte et dans nos deux yeux, soulignant guidés par la clarté très incertaine de la lune. Cet épisode de l'histoire qui a eu lieu ici, à Melay, nous rappelle l'esprit, le spirit of partnership. Voici notre hommage à ceux qui sont morts pour la France, nos héros anonymes. Je vais maintenant donner la parole à madame Marciana Marskikowski, présidente du mouvement Libération Nord,
et qui va donc rendre au cours de son allocution hommage à Christian Pineau. Monsieur Pineau a fait en son temps un récit détaillé de ce vol nocturne, en y excluant les secrets stratégiques, tout en précisant la nature de ses relations avec Jean Moulin, chef de la résistance intérieure, dont il admirait le sens extraordinaire de l'organisation. Il était proche également de Charles de Lestrin, chef de l'armée secrète, qu'il respectait tout autant pour ses indomptables convictions. Ces trois compagnons du général de Gaulle, demeurant encore à nos yeux incomparables héros pour leur volonté farouche de repousser l'occupant hors des frontières nationales. Nous témoignons de notre reconnaissance à M. Ducard, maire de Melec, et à M. Poncet, maire de Marcigny, pour leur accueil et leur soin de nous voir parmi nous. Nous vous remercions de votre attention et nous remercions toutes les personnes qui sont ici pour la mémoire de ces résistants. Je vais maintenant donner la parole au docteur Guillain, qui a été le secrétaire du général de Lestrin. Ce 20 mars, il est plus de minuit lorsque, sur l'île de Bagneux, on entend le Lysander. Il arrive. La valeur de ces hommes avait été appréciée par tous, Français et Alliés. Le retour avait été différé de quelques jours, jusqu'au jour où Christian Pineau, Francis de son surnom, comme chef du réseau Phalanx, leur fit profiter du Lysander qui lui était réservé. Au soir du 19 mars, sur le petit aérodrome, Marx et Rex retrouvèrent Christian Pineau. Les voyageurs se hissent dans la carlingue, ils sont serrés, mais tout va bien. L'avion décolle, l'opération Sirène 2 commence. L'Angleterre s'éloigne. Et comme disait le général de Gaulle, nos deux amis partent pour la gloire et pour la mort. En l'absence de Paul Rivière, Henri Maurier, les deux frères Delaye, forment l'équipe au sol. Ils sont étonnés que le pilote, avant l'atterrissage, allume son phare puissant qui illumine tout le terrain. Le Lysander roule sur la prairie, fait demi-tour et s'arrête. L'équipe se précipite. Christian Pineau descend le premier et serre les mains de Maurier et Delaye. Le général remercie John Bridger, saute lestement de l'appareil. Jean Moulin fait de même. Courrier et bagages sont débarqués. Le Lysander repart. Bien, je vais maintenant donner la parole à Suzanne Escoffier, qui est donc la cousine de Jean Moulin. La mère de Jean Moulin était la sœur de ma grand-mère. Et les deux sœurs étaient très unies et les deux familles étaient très proches. Et c'est souvent que nous avons eu cousin Jean, ainsi que nous l'appelions, à Saint-Andiol, en Provence, puisque son père était amoureux de la Provence et il avait communiqué cet amour de la Provence à son fils. Et c'est pourquoi il avait choisi les Alpilles lorsqu'il a été parachuté en 1942. Il est arrivé dans la matinée, le 3 janvier 1942, il était 10h30, il était tout crotté, parce qu'il avait été parachuté dans les marais des Baux. Ma mère lui avait dit, mais tu tombes du ciel? Il lui a répondu, oh tu peux le dire. Et c'est tout ce que nous avons su de ce parachutage. Par contre, on n'a pas été au courant de l'atterrissage à Melay. Lorsqu'il a été révoqué de la préfecture de Chartres, c'était en novembre 40, il est arrivé aussi à Saint-Andiol. Et nous avions été tous impressionnés parce qu'il avalait difficilement.
Et il se rappelait la gorge. Il s'était tranché la gorge pour résister aux Allemands en juin 40. Alors c'était un cousin qui était très rieur, très agréable, charmeur. Lorsqu'il arrivait à Saint-Andiol pendant la guerre, il arrivait souvent le samedi soir. Et le dimanche, il passait le dimanche chez nous et il repartait souvent le lundi matin pour ses rendez-vous. À ce moment-là, je pense qu'il était très détendu, il oubliait un petit peu ses soucis, surtout en 40, de 40 à 43. La dernière photo que nous avons de lui, c'était un Pâques 42. Nous étions encore tous réunis et nous avons pris la dernière photo que nous avons vue. Merci infiniment. Je vais maintenant donner la parole à Marie Foucault. Je suis la petite fille de Pierre Delay, l'opérateur radio qui avait en charge l'organisation de l'atterrissage que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est qu'au décès de son fils Claude, mon papa, il y a 2 ans, que j'ai eu accès à de nombreux documents conservés très pieusement, certes, mais sans explication. Alors un gros travail de décryptage, des belles rencontres, des hasards, beaucoup de lectures. Et mes filles m'ont beaucoup aidé dans cette enquête, ainsi que plusieurs amis de leur âge. Et tous ces jeunes gens m'ont fait part d'une réflexion que je voudrais partager. On a coutume d'employer l'expression « devoir de mémoire ». Mais pour ces jeunes gens, se faisait jour plutôt une mémoire du devoir qui s'imposait désormais à eux. Bien sûr, la mémoire du devoir qu'ont respecté jusqu'au sacrifice ceux qui nous ont précédés, qui ont osé faire leur devoir, mais aussi et surtout la mémoire du devoir qu'à notre tour, nous devons de faire nôtre. Le devoir de se comporter avec respect, et si possible honneur et loyauté. Comme si on n'avait pas le droit de trahir leur sacrifice. Il faudrait partager un petit texte à la gloire de tous ceux qui ont osé. Oser ne pas penser comme les autres. C'est une poignée d'hommes, méconnus, isolés au départ, qui changent la face du monde. Ionesco, Antidote, 1977. Merci. Je vais maintenant laisser la parole aux collégiens du collège Jean Moulin de Marcigny et je les remercie très chaleureusement de leur implication. Je les félicite et je leur laisse le micro. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger, il le savait. Et le jour se leva pour lui. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté. Le mot enfant, et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits. Et le mot frère, et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Ballade de celui qui chanta dans les supplices, de Louis Aragon. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, 2 hommes cette nuit-là, ils murmuraient « Capitule, de cette vie es-tu là ?» Tu peux vivre,
Tu peux vivre comme nous. Au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires, sortant de l'eau et du feu. L'été, l'hiver, je t'ai vu. Dans ma maison, je t'ai vu. Entre mes bras, je t'ai vu. Dans mes rêves, je t'ai vu. Je ne te quitterai plus. Merci infiniment aux enfants du collège Jean Moulin. Je vais maintenant donner la parole à Jacques Rebillard, donc vice-président du conseil régional de Bourgogne et conseiller général du canton de Marcilly. Nous venons collectivement témoigner notre fidélité à Jean Moulin, au général de l'Estrin, à Christian Pinault. Une commémoration est un acte de fidélité, un flambeau que l'on se transmet d'année en année, sans bien savoir si individuellement nous serons présents l'année suivante. La force du collectif est de pouvoir perpétuer la mémoire. Je voudrais, en tant qu'élu, remercier ceux qui, assumant des charges publiques, plus particulièrement Jacques Mikowski en 1990, et Jean-Claude Ducard, assument la responsabilité publique de l'organisation de cette manifestation. Je souhaite que la stèle de Bagnols reste un point de rassemblement vivant pour nous tous et pour les générations à venir, si bien représentées par les élèves de l'école primaire de Melay et Chenel-Châtel et par les élèves de notre collège Jean Moulin. Je laisse la parole à Madame Édith Guignot, députée du Charolais-Brionnais. 70 ans plus tard, le devoir des héritiers que nous sommes peut se résumer en 2 mots. Ces 2 mots sont paix et mémoire. Si nous pouvons depuis 2 générations parler de paix en France, nous le savons, celle-ci n'est pas toujours gagnée d'avance. Si les générations passées cachent leurs erreurs à leurs successeurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes erreurs, disait Goethe. Dans cette phrase réside toute la nécessité de la mémoire, de sa transmission aux plus jeunes générations. Mais nous avons encore aujourd'hui besoin de résistance. Il y a 3 semaines, décédait un homme de la résistance, un homme qui prônait la résistance, l'indignation, et qui en 30 pages a su trouver un écho mondial et universel au message qu'il portait. Pourquoi ? Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des injustices qui nous heurtent profondément. Alors il est bon de rappeler qu'en dehors des commémorations que nous devons aux soldats, aux engagés de ces guerres, ce moment nous permet de nous retrouver aujourd'hui à Melay. Ce moment doit avoir du sens. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le sous-préfet de Charolles pour conclure ces allocutions. Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. L'événement que nous célébrons aujourd'hui constitue un fait d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation de la France et du combat mené pour sa libération. Il est toutefois resté, plus de 40 ans, une page non écrite et elle serait restée sans la volonté opiniâtre d'un certain nombre d'hommes de percer, non pas une zone d'ombre, mais d'expliciter pourquoi un avion, déchirant le ciel, était venu se poser sur l'île de Bagnols, quels étaient ses occupants et leurs mobiles, et quelles furent leurs destinations et leurs destinées. Ces hommes, ces femmes, qui payèrent pour beaucoup du sacrifice ultime de leur vie, comme Jean Moulin et le général de l'Estrin, ou qui connurent la déportation et l'enfer des camps de concentration comme Christian Pinault, étaient, au fond d'eux-mêmes, inconsciemment nourris de cette phrase de Chateaubriand: « Quand la liberté a disparu, il reste un pays, mais il n'y a plus de patrie. » Merci pour votre attention.
Nous allons maintenant saluer les porte-drapeaux. C'est un moment important et je tiens vraiment à les remercier très chaleureusement pour leur contribution à cette cérémonie. Donc qu'ils soient vraiment chaleureusement remerciés. Très bien. Il est là. Voilà. Nous allons nous diriger derrière la ferme pour avoir une petite évocation de l'atterrissage avec un avion qui va arriver, qui va faire une simulation d'atterrissage, et ensuite la traction symbolique qui a emmené Jean Moulin, le général de l'Estrin, et Christian Pinault, qui va passer et qui va venir nous saluer dans quelques instants. L'avion, effectivement, un bruit d'avion nous renseigne sur une opération qui va se dérouler. Le pilote fait d'abord un premier passage. L'avion pourra se positionner, donc refaire un passage. Tout était calme, sauf quelques chuchotements pas loin. Ce qui laissait supposer. Pourquoi Melay? Eh bien parce qu'à Melay, il y avait parmi d'autres dans la région un terrain particulièrement propice. Le terrain a été reconnu. Melay propose ce terrain à Londres qu'il a homologué. Melay sait qu'il... Son frère Jean et Henri Laurier, qui forment avec lui une équipe particulièrement entraînée pour ce type d'opération, et qui sont là sur l'île des Bagneux en cette nuit de lune du 19 mars 1943. Il s'agit d'Ali Sander. Il a quitté cette nuit-là la base de Tanglemer au sud-ouest de Londres. Il avait quitté Jean Moulin et ses deux compères ont été récupérés et on voit en dessous là l'attraction qui va les conduire jusqu'à Marcigny. L'attraction de M. Commerçon qui était garagiste à Marcigny à cette époque et qui n'hésitait pas à traiter, avec tous les risques encourus, à traiter son véhicule. Mesdames et messieurs, cette cérémonie s'achève. Je vous remercie infiniment de votre présence. Vous voyez, nous avons commencé dans des conditions peu favorables cette cérémonie. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon allocution, même dans les pires moments, il n'est rien d'impossible. Nous allons l'achever sous le soleil. À l'issue de cette reconstitution aérienne, donc je vous invite tous et toutes à rejoindre le village, à l'espace d'exposition du pressoir devant la mairie, pour découvrir l'exposition Une nuit, un avion, un espoir, puis à vous rendre à la salle des fêtes pour le verre de l'amitié qui nous sera proposé. Merci.